Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là de bon matin aux rencontres Bien-être Pyrénées. Donc moi, je m'appelle Gaëlle Piton, je suis animatrice télé, entre autres. Je suis aussi autrice. Et voilà, bon, on a toujours plusieurs casquettes et on verra ça aussi avec toi, Cécile, aujourd'hui. ABC Talk, c'est la première chaîne du bien-être et du développement personnel qui est totalement gratuite. On rencontre des gens, on reçoit des gens inspirants qui parlent de leur parcours. Et ça m'intéresse. Donc, on va rentrer aujourd'hui dans le parcours de Cécile. Voilà, donc aujourd'hui, Cécile Mercadier, qui va nous parler de la sylvothérapie, mais pas que. Alors, comme je le disais, moi, je suis très sensible au parcours. Je crois que dans un trajet de thérapeute, il y a toujours une histoire, en fait. C'est pas par hasard qu'on arrive dans ces métiers de l'accompagnement. Donc, la première chose que j'ai envie, après t'avoir accueilli, te demander déjà comment tu es. Est-ce que tu es bien installée, Cécile? Bonjour Gaëlle et bonjour à tous. Oui, je suis parfaitement bien installée. Merci beaucoup. Alors, le parcours, j'aimerais justement revenir, toi, le avant la sylvothérapie, le après. Qu'est-ce qui a été ce déclencheur, cette rencontre pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, cette belle histoire très touchante? Oui, avec grand plaisir. Je suis née ici dans les Pyrénées. Nous sommes à Tarbes et j'ai eu la chance de grandir dans cette nature qui est assez exceptionnelle parce qu'elle est préservée, elle est riche, elle est très présente. Et par les concours de la fonction publique, après avoir fait des études de commerce, donc rien à voir avec la sylvothérapie, rien à voir avec les arbres, je suis allée travailler en région parisienne. Et en région parisienne, j'étais même dans Paris intramuros, qui pour moi était un changement considérable. Donc rapidement, je suis allée m'établir en banlieue parisienne près d'une forêt. Et pendant une quinzaine d'années, vraiment la forêt, ça a été ce qui me permettait de me ressourcer et de compenser la frénésie parisienne. Donc j'allais respirer en fait avec les arbres. Ça prend tout son sens, respirer avec les arbres quand on est dans un environnement qui est quand même très très urbain. J'ai travaillé donc pendant 15 ans dans les télécommunications à faire toujours du marketing et du merchandising. Et puis, j'ai opéré un changement de carrière, mais toujours pas dans la sylvothérapie, dans l'immobilier d'entreprise. Et puis finalement, je réalisais que le matin, ce qui me donnait envie de me lever dans mon travail, ce qui me plaisait le plus, c'était les rapports humains. Donc, je passais du temps avec des jeunes entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui me partageaient à la fois la joie et la difficulté de créer son entreprise. Quelquefois même, ils me partageaient leurs problèmes personnels. C'était des bouffées d'oxygène pour moi. Simplement, dans ma journée de travail, cette bouffée d'oxygène, elle représentait quelques minutes, quelques heures dans le meilleur des cas, et mon travail avait de moins en moins de sens pour moi. Le sens, finalement, je le trouvais toujours de la même manière en forêt, en allant me promener, en, en, en étant à l'écoute des sons de la forêt, les odeurs, les couleurs, tout ça me parlait, me donnait de l'énergie et en même temps m'apaisait et il faut le dire, m'aider à supporter un travail qui n'avait pas suffisamment de sens à mon goût. Mais heureusement, au bout d'une vingtaine d'années, en région parisienne, j'ai commencé à m'intéresser au feng shui. Le feng shui, c'est un art chinois qui est millénaire et qui vise à harmoniser un lieu afin que les personnes qui y habitent aient un bien-être favorisé par l'harmonisation qui a été créée. Les Chinois disent même que ça peut amener une certaine prospérité. Le feng shui, je l'ai étudié, je l'ai pratiqué, mais à titre personnel. Et du feng shui, je suis passée à la géobiologie parce qu'il y a pour moi un lien très logique entre le feng shui et la géobiologie, puisque la géobiologie étudie l'influence du lieu sur le vivant, que ça soit l'humain, que ça soit l'animal ou le végétal. Déjà, je sentais que mon parcours commençait à prendre du sens, mais il me manquait encore plus d'humain et plus de nature. Et à ce moment-là, il y a toujours des synchronicités dans la vie qui sont très belles. J'entends parler de la sylvothérapie et je prends contact avec Laurence Mons, qui est la pionnière de la sylvothérapie en France, qui propose des formations qui m'ont vraiment parlé, puisqu'il y a une solide partie théorique, mais il y a surtout une immersion en forêt qui est très longue, de plusieurs jours,
en toute saison, avec tout type de météo, pour vraiment appréhender le métier de sylvothérapeute et le pratiquer déjà pendant les cours, avant même de commencer à accompagner les personnes. Je me suis donc lancée dans la sylvothérapie, qui me convenait parfaitement. Et puis, j'ai été arrêtée net par deux phénomènes. Un, que tout le monde a connu, le Covid. Mais au moment du Covid, on m'a surtout diagnostiqué un cancer du sein, qui était très grave, qui était très avancé, qui était très agressif. Je n'ai pas compris pourquoi, alors que j'avais trouvé ma voie, ce cancer arrivait. Pour moi, c'était pas le bon moment. J'avais enfin trouvé ce que je voulais faire. Je pouvais accompagner l'humain, le reconnecter à sa nature. Et finalement, même si ça a été très difficile, ce cancer a été enseignant à plusieurs titres. Et notamment, la seule chose qui m'aidait à supporter la chimiothérapie, c'était de marcher jusqu'à l'entrée de la forêt qui était à côté de chez moi. Et je m'asseyais au pied d'un chêne, le dos contre le tronc du chêne. Comme c'était le Covid en Île-de-France, il y avait des oiseaux partout. On n'entendait plus la circulation automobile. Donc j'écoutais les chants des oiseaux. Je regardais les insectes qui volaient dans la lumière. Et puis, je me sentais apaisée. Pour l'anecdote, les forêts étaient interdites à ce moment-là par arrêté préfectoral. Et il nous est arrivé, puisque j'étais avec mon mari, que le garde forestier, qui était en droit de nous verbaliser, soit à quelques mètres de nous, sur le sentier. Et j'ai senti monter en moi quelque chose de puissant qui disait s'il me verbalise, je m'en fiche. Parce que je serai demain au même endroit, parce que c'est le seul endroit où j'arrive à trouver de la ressource pour continuer à avancer. Le seul endroit où j'arrive à me sentir bien, à récupérer de l'énergie et à chasser mes idées noires, en fait. Puisque quand je repartais clopin jusqu'à la maison, j'avais un meilleur moral, l'envie de me battre et j'avais récupéré la confiance dans la vie. Donc cette expérience-là, finalement, même si ça a été un empêchement pour exercer tout de suite la sylvothérapie, ça m'a encore confortée dans ma conviction que non seulement la sylvothérapie était faite pour moi, mais que je pouvais vraiment aider les personnes grâce à la nature. C'est très touchant. Merci beaucoup en plus de livrer. C'est un vrai cadeau que tu nous fais, je crois, de livrer cette histoire. On a échangé là-dessus et on se disait est-ce qu'on va aller jusque-là ou pas. Et je crois que c'est un vrai, voilà, c'est chouette parce que ça montre à quel point c'est expérimenté de l'intérieur. Et on comprend. Alors moi, ce que j'aime bien aussi après les parcours, c'est les idées reçues. J'aime bien les mettre à mal. On a ri beaucoup ensemble quand on a préparé l'émission en se disant la sylvothérapie. Alors c'est pas de la rando en forêt. Moi, si je fais une rando, alors je fais de la sylvothérapie. Est-ce que c'est faire des câlins avec les arbres uniquement? Est-ce que tu pourrais nous aider à tordre le cou à ces idées reçues et nous montrer que c'est bien plus que ça? Oui, volontiers. Alors, pour toutes les personnes, et ici elles sont nombreuses, qui vont très souvent en forêt, je voudrais vous dire que même si vous ne faites pas de la sylvothérapie, vous bénéficiez d'une partie des bienfaits de la sylvothérapie. Je m'explique. Les Japonais sont connus pour avoir réalisé énormément d'études scientifiques dans les années 80 pour déterminer comment les arbres pouvaient avoir un impact positif au plan physique, émotionnel ou au plan mental. Et grâce à ces études, nous savons aujourd'hui que les arbres émettent des molécules odorantes et responsables aussi des saveurs qu'on appelle des terpènes, ainsi que des phytoncides qui permettent aux arbres de lutter contre les bactéries et les champignons. Lorsque vous vous promenez en forêt, ces terpènes et ces phytoncides, vous allez les inhaler et les absorber par la peau. Ce qui fait que même si vous vous déplacez rapidement sans être consciente de votre environnement, vous inhalez quand même ces substances-là qui vont agir, vous apaiser, vous allez stimuler votre production de dopamine et de sérotonine, qui sont les hormones du bonheur, donc c'est toujours bon à prendre. Les Japonais ont même démontré que le système immunitaire était stimulé, donc amélioré, et qu'on améliorait aussi les fonctions cardiovasculaires, la mémoire aussi, la capacité de concentration et la vitalité en général. Donc oui, lorsque vous vous promenez en forêt, ça vous fait du bien. Maintenant, quelle est la différence entre la promenade en forêt? Il y a beaucoup de gens ici qui profitent de la nature et je m'en réjouis, et un accompagnement avec un sylvothérapeute.
Je dirais que même si je ne pratique pas le yoga, c'est un peu comme si demain je me disais j'ai envie de faire du yoga, j'ai besoin de m'assouplir, de me muscler, je vais regarder un tutoriel sur YouTube. C'est bien. Je peux aussi choisir d'avoir un professeur de yoga. Et ce professeur de yoga, lui, il va mesurer mon corps du jour et il va me dire aujourd'hui, on va faire plutôt tel type d'exercice. Il va observer ma posture, il va la corriger. De la même manière, quand j'accompagne les personnes en forêt, je leur permets de se libérer de leur mental. Elles n'ont pas à vérifier si elles vont arriver à un endroit où il faudra traverser une rivière. Elles ne vont pas avoir à vérifier s'il n'y a pas un chien dans l'environnement, voilà, si on ne risque pas d'avoir une pluie violente. Je vérifie que tout se passe bien au niveau de l'environnement et je les reconnecte à elles-mêmes par des activités qui vont mobiliser leur sens. L'ouïe, l'odorat, la vue. Je vais attirer leur attention sur des choses qu'on ne voit pas forcément. Et à ce titre, j'ai une anecdote. Lors d'une sortie de groupe, nous étions dans une forêt que nous parcourons tous très, très régulièrement. Et j'avais proposé aux personnes que j'accompagnais d'observer la nature de manière macro et puis micro, à travers une lorgnette qu'on peut même faire avec ses doigts. Puis tout d'un coup, il y a une dame qui fait « Venez voir, venez voir ». Sur le tronc d'un arbre qui était au bord du sentier devant lequel nous passions tous les jours, du lierre avait poussé. Le lierre s'était légèrement détaché du tronc de l'arbre et entre le tronc de l'arbre à hauteur d'yeux et le lierre, il y avait un nid d'oiseau qui était mignon comme tout. La dame avait découvert le nid, tout le monde s'est précipité pour voir le nid et la remercier parce qu'en regardant dans le détail, finalement, elle avait observé ce petit cadeau de la nature, ce petit trésor qui était là et que personne n'aurait vu en temps normal. Donc, est-ce que ça veut dire que toi, tu es un peu une guide, une facilitatrice? En fait, et là, on arriverait plus sur la posture du sylvothérapeute. Peut-être on peut aussi, pour compléter ça, rentrer dans le vif d'une séance. Enfin, par exemple, si moi je participe, je fais avec toi une séance, comment ça se déroule? Comment ça se passe en fait? Concrètement, une séance de sylvothérapie comprend 3 étapes. Lors de la première étape, que j'appelle le sas d'entrée, je vais créer les conditions pour que la personne soit totalement disponible à la sylvothérapie. Donc, ça peut être à travers une sorte de petit rituel pour déposer ce dont on ne veut pas avant de rentrer dans la forêt. Ça peut être en mobilisant ses sens pour la ramener tout de suite dans l'instant présent. C'est le sas d'entrée. Une fois que la personne a déposé les choses qui trottent encore dans sa tête, ses préoccupations, on rentre à proprement parler dans des activités qui généralement durent assez longtemps de manière à continuer à favoriser ce lâcher-prise, des activités d'observation, d'écoute, toutes les activités dans lesquelles on mobilise les sens. Et ça peut être aussi de la méditation, une méditation qui peut être guidée par ma voix, par exemple, une méditation qui peut se faire au pied d'un arbre, le dos appuyé à l'arbre ou debout contre l'arbre. Je dirais que même les personnes, alors il existe des personnes qui vont avoir un ressenti très beau auprès d'un arbre, comme si elles ressentaient une communion avec cet arbre-là. Et j'aime à dire aux personnes qui arrivent en se disant « j'ai pour objectif vraiment de réussir à sentir cette communion avec la nature », laissez-vous faire. Si vous rentrez dans la nature en vous disant « il faut à tout prix que j'arrive à ressentir ce qu'a ressenti mon ami ou telle autre personne », vous allez rester dans le mental et finalement vous allez vous priver de belles choses. Regardez-moi quand j'étais malade, j'étais au pied de l'arbre et l'arbre, il m'apportait des bienfaits sans même que je m'en rende compte. Donc j'invite les personnes vraiment à se laisser aller complètement, à laisser aller les idées reçues et je suis là justement pour qu'elles ne reviennent pas dans le mental. Donc je vérifie tout ce qui se passe autour et j'observe leur posture et je les guide à travers la forêt. Merci beaucoup. Et alors là, on est dans le salon du bien-être à Tarbes, des rencontres. On est entouré d'une nature incroyable. Enfin, c'est assez facile ici d'aller au contact des arbres. Ma question, elle va plus concerner les personnes aussi qui habitent en ville, où il n'y a pas forcément, toi tu viens aussi de l'Île-de-France, donc peut-être que tu pourras témoigner par rapport à ça. Comment on peut se connecter à cette énergie, que tu dis, à l'énergie de la forêt, de la nature, si on n'a pas la possibilité d'aller dans la forêt? Je pense aux citadins, mais je pense aussi à peut-être des personnes
personnes qui sont à l'hôpital, en EHPAD, ou comment on fait? Pour citer l'expérience d'une personne que j'ai accompagnée en sylvothérapie en forêt, cette personne travaillait vraiment dans Paris intramuros et elle me disait tous les soirs en rentrant, je passe à côté d'un petit parc, un square, et je m'arrête au pied d'un arbre, tout simplement. Je le contemple, je respire et je m'émerveille de la nature en fait. Tout simplement, j'observe le mouvement des feuilles et c'est un temps pour moi qui me permet ensuite de rentrer chez moi en étant apaisée de toute la tension du travail. Effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, les personnes qui sont en EHPAD. Pour autant, on peut leur amener les bienfaits de la forêt. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des terpènes et des phytoncides, mais il y a aussi dans la terre des bactéries qui s'appellent le Mycobacterium vaccae. Et ces bactéries, de la même manière que les terpènes et les phytoncides, lorsque vous allez manipuler la terre ou marcher pieds nus dans la terre, elles vont pénétrer par la peau. Imaginons, je suis en EHPAD, j'ai des personnes qui n'ont plus du tout de mobilité et il n'y a peut-être même pas des arbres autour de l'EHPAD. Donc je peux très bien amener un bac avec de la terre et on va planter ensemble des petites choses qu'on aura le plaisir ensuite de voir pousser. Et en manipulant la terre, finalement, j'améliore aussi mes fonctions cognitives, je suis plus apaisée et c'est très précieux pour les personnes qui ne peuvent pas aller à la rencontre de la nature. Donc c'est une grande adaptabilité de ta pratique aussi. Et justement, alors là, on a eu quelques éléments, quelques éclairages sur la sylvothérapie, mais moi j'aimerais savoir la sylvothérapie avec toi, c'est-à-dire comment tu crées des rituels en fait, à créer des choses. Je trouve ça très intéressant. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu proposes de manière, parce que c'est toi, tout simplement. Oui, avec plaisir. Alors, on peut imaginer une autre pratique de sylvothérapie. On a parlé des personnes âgées, on peut aussi parler des enfants. Alors, de plus en plus d'études aujourd'hui tentent à prouver que le besoin de connexion à la nature, donc le besoin de jouer dans la nature pour l'enfant, est un besoin aussi fondamental que celui de se nourrir correctement ou de dormir correctement. Alors, si les enfants n'ont pas la possibilité d'aller dans la nature, ou peut-être pour leur donner le goût de la nature, ce que je fais, c'est que je collecte dans la nature, dans la forêt, tout un tas d'éléments. Alors, vous trouvez de tout, des feuilles, des glands, des châtaignes, des plumes, les enfants adorent jouer avec les plumes, des rondins de bois, des bâtons. Et tout ça, je le mets dans une mallette magique. Je le propose pour les goûters d'enfants. Les enfants se régalent avec 2 bouts de ficelle, un petit peu de colle et des feutres à se fabriquer des baguettes magiques, des colliers, des mobiles pour suspendre aux arbres. Et ça leur donne envie ensuite peut-être d'aller dans la nature pour aller chercher ces éléments que je leur ai apportés lors du goûter. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, effectivement, je conçois des rituels en nature et dans la nature. Et les objectifs de ces rituels sont les mêmes que pour la sylvothérapie, puisque c'est une partie de la sylvothérapie. C'est vraiment de reconnecter la personne à elle et à la nature, la remettre dans son élément naturel. Récemment, j'ai conçu un rituel pour une amie qui s'est mariée. Le rituel se déroulait sur une plage à La Rochelle. Elle est passée à la mairie, mais avec son conjoint, et il voulait avoir un échange de vœux qui soit un peu plus impactant que ce qu'on peut faire dans une mairie. Une partie du rituel consistait pour chacun des 2 époux à aller choisir sur la plage un élément qu'avait déposé la mer, coquillage, bois flotté, et que cet élément leur inspire la plus grande qualité de leur époux ou de leur épouse. Lors du rituel, chacun a tendu à l'autre l'élément qu'il avait choisi en lui disant « Voilà, cet élément-là représente tout le respect que tu m'as toujours témoigné et qui est la base de notre amour. Et en te donnant ce témoignage du respect que tu me témoignes, je te redis un grand oui pour les 40 ans à venir. » Voilà, ce sont des choses comme ça qu'on peut faire avec la nature et au sein de la nature pour impacter un moment de vie. Et puis, je propose aussi d'autres types de rituels pour des passages de vie un peu compliqués à négocier. Un déménagement, j'ai du mal à me refaire de nouveaux amis, j'ai changé de travail, j'ai besoin de retrouver des nouveaux repères. Là encore, dans la nature, on peut faire des rituels qui, j'insiste, ne sont absolument pas religieux. On est juste en train de s'appuyer sur la nature. Et donc, par ce rituel, je vais réussir à franchir plus facilement cette étape de vie
Et c'est la nature qui va servir de miroir et qui va m'envoyer à travers un signe, un oiseau qui s'envole, une feuille simplement qui frémit, un message qui va me parler, qui va m'évoquer la réponse à ma question ou un chemin à prendre par rapport à mon intention. Pourquoi c'est si important? Alors ça, c'est vraiment une question voilà, qui, moi, me passionne. Pourquoi c'est si important de ramener du rituel dans nos vies actuellement? Oui, effectivement, on a besoin de ramener du rituel parce que je vous disais tout à l'heure que mon travail n'avait plus de sens pour moi. C'est pour trouver du sens. Et pour le rituel reconnecte aussi à la nature et au cycle de la vie et des saisons. Auparavant, on fêtait les semailles, les moissons, il y avait les feux de la Saint-Jean, et tout cela rythmait l'année. Et les personnes vivaient aussi au rythme de la nature, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'activité frénétique en hiver, on se reposait, on confiturait, comme je dis, pour pouvoir ensuite repartir au printemps et être porté par l'énergie du printemps. Le rituel déjà reconnecte au cycle de la nature et comme nous sommes aussi des animaux, nous avons besoin de nous reconnecter à ce cycle et plus nous le respectons, plus nous respectons le cycle de notre corps. Et puis le rituel va impacter aussi les moments de vie entre fêter ses 18 ans comme on peut le fêter avec une fête avec des amis et puis rassembler tout le monde et faire un rituel en nature. La différence, c'est qu'on va créer un souvenir auquel on va pouvoir, c'est comme une ressource à laquelle on va pouvoir se référer toute sa vie en disant « qu'est-ce que c'était bien ?» Et oui, là, j'ai vraiment passé le cap de ma vie d'adolescent à ma vie d'adulte. Donc le rituel donne du sens à la vie, impacte la vie et structure finalement la vie. Merci. J'aime bien aussi dans les thérapies toujours aussi montrer que on garde notre libre arbitre et que les thérapeutes, les accompagnants sont aussi des passeurs d'outils avec lesquels on peut se sentir libre, autonome, et je crois qu'on partage cet amour de l'autonomie. Donc, avec quoi on repart quand on travaille avec toi? Est-ce qu'on peut appliquer des choses par nous-mêmes ensuite sans avoir, alors pas besoin de toi, c'est pas l'idée, tu vois, mais sans que tu sois forcément présente pour continuer peut-être à entraîner cette écoute? Oui, bien sûr, il y a des activités qui peuvent continuer à se pratiquer. Tout à l'heure, je vous proposerai d'expérimenter une activité de land art qu'on peut pratiquer en intérieur. Rien ne vous empêche et au contraire, je vous y encourage, lorsque vous êtes dans la nature, que vous repérez un endroit qui est magnifique, vous pouvez collecter les petites choses que vous voyez, alors toujours les choses qui sont tombées au sol, très important, on ne prélève jamais sur le vivant. Et ces petites choses-là, vous pouvez les agencer pour faire un tableau naturel. Et ce tableau naturel, vous pouvez même le ramener chez vous, le mettre en décoration dans une de vos pièces. Et à chaque fois que vous le verrez, il vous rappellera la nature. Et ces petites activités toutes simples de collecter ce qu'on trouve beau dans la nature, de l'agencer pour faire un tableau agréable à l'œil, et peut-être de le laisser tout simplement là pour que la personne qui passera ensuite puisse le remarquer, ça va vous faire énormément de bien. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Un peu quand même pour que tu nous apprennes quand même, on a besoin de tes lumières. Donc tu l'as dévoilé un petit peu juste avant, on avait envie pour que vous puissiez le comprendre de l'intérieur, de vous proposer une expérience, donc ça ce sera juste après l'entretien, donc pour que les personnes qui le souhaitent puissent expérimenter ça. Je voulais savoir, c'est peut-être ma dernière question avant qu'on passe la parole aux questions du public. Mon émission s'appelle Danser sa vie, Cécile. Et je voudrais savoir, pour toi, ça veut dire quoi, danser sa vie? Juste avant de venir, je me suis arrêtée voir une amie. Je me concentrais parce que c'est quand même ma première interview, donc je me disais, ouf, est-ce que je vais être capable de transmettre mon amour de la nature et mon amour de l'humain? Et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé la petite fille, la petite Cécile à l'intérieur, qui normalement devait être terrifiée parce qu'elle va être interviewée et qu'il y aura plein de monde qui va la voir. Et je l'ai découverte, elle était en train de jouer, elle me souriait et elle me faisait signe, mais oui, tout va bien. En fait, elle était en train de danser à l'intérieur, donc pour moi, danser sa vie, c'est ça, c'est cette expérience concrète juste avant de venir.
Super, ouais, c'est beau, on entend, c'est beau. Et oui, oui, et puis ça vite, moi j'ai la chair de poule, je sais pas si vous voyez, mais pour de vrai, j'ai pas froid, mais ça m'émeut beaucoup. Merci infiniment, Cécile, de ta confiance et ne sois pas du tout inquiète. Je pense que ton amour et de la sylvothérapie, la respiration, c'est très bien passé. En tout cas, moi, je l'ai reçu pleinement et voilà. Donc, aucun souci là-dessus. Euh, Est-ce que vous auriez des questions que vous auriez envie de poser à Cécile? C'est le moment auquel tu pourrais répondre. Est-ce que parmi vous, il y a des interrogations, des réactions, peut-être des partages d'expériences aussi, ça peut être ça? Non? Oui. Question aussi. Quand on s'approche d'un arbre comme ça, justement, est-ce qu'il faut demander si on peut le toucher ou s'appuyer ou quoi? Ou est-ce qu'on peut aller comme ça? Alors, est-ce qu'on peut demander l'autorisation? Est-ce qu'on doit demander l'autorisation ou pas? C'est une très bonne question. Alors, l'arbre ne me l'a jamais dit, mais ma conviction, c'est que de la même manière que quand on croise quelqu'un dans la rue qui nous paraît sympathique et qu'on ne connaît pas, on ne va pas lui sauter au cou. De la même manière, lorsque je m'approche d'un arbre, effectivement, je demande l'autorisation. Et toujours d'ailleurs, avant une sortie de sylvothérapie, il y a un moment où je demande aux personnes que j'accompagne de prendre conscience de la forêt qui est là et qui va nous accueillir, et dans la tête de la remercier d'avance de cet accueil. Et c'est important parce qu'il peut arriver aussi que certains arbres, à un moment, aient besoin d'être au calme. Voilà. Et quand l'arbre a besoin d'être au calme, comme vous avez pris la peine de lui poser la question, vous allez respecter son besoin. Donc pour moi, c'est fondamental. Oui. C'était vraiment senti. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages, d'autres envies de rebondir? N'hésitez pas, hein. Non? Donc Cécile, tu es présente sur les 2 jours du salon. On peut te retrouver, on peut venir à ta rencontre. Si on a aussi les gens, donc là il y a les gens qui sont présents ici et maintenant, mais il y a les gens qui nous regardent peut-être un peu après le salon. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on peut en savoir plus sur ta pratique et prendre contact directement avec toi? Pour pratiquer sur place, je suis sur Tarbes, donc, et je peux me déplacer dans les environs immédiats. Pour les rituels, je peux me déplacer même un peu plus loin ou proposer de concevoir le rituel et qu'ensuite, ça soit une personne qui le fasse sur place. Pour en savoir plus, mon site internet, c'est www.arbre au pluriel et sens.fr. Voilà. Et voilà comment vous pouvez me contacter. J'en dis un peu plus sur la sylvothérapie et sur les éco-rituels sur mon site. Je propose des sorties qui sont planifiées. Et petit à petit, je rajouterai des exemples d'éco-rituels pour donner envie. Super, merci beaucoup Cécile, merci à Mathieu qui nous filme avec brio. Je vais te laisser le micro, je vais repartir en coulisses et te laisser avec le public, les personnes qui le souhaitent, pour la proposition de ce petit rituel, cette petite mise en pratique. Et merci par avance pour tout ça, donc je te laisse le micro. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez collecter des éléments dans la nature pour en faire ensuite de jolis tableaux, par exemple. Et j'ai préparé ce cadre avec ces fils transparents afin que vous puissiez choisir dans la boîte qui va circuler parmi vous un ou plusieurs éléments de la nature. Et ces éléments de la nature, je vais vous inviter à venir ensuite les insérer ici pour concevoir tous ensemble un tableau qui représente votre humeur du moment après cet échange autour des arbres. Si vous le refaites dans la nature à plusieurs personnes comme ça, une fois qu'il est terminé, prenez le temps de l'observer selon différents angles. Regardez comme il est différent selon que vous l'observez d'ici, peut-être de derrière, du côté. Vous pouvez tourner le cadre. Si vous l'avez représenté au sol, tournez d'un quart de tour et voyez tous les visages que peut avoir cette œuvre d'art que vous avez réalisée à partir d'éléments de la nature.
et observez ce que ça éveille en vous.